On va attaquer cette quatrième et dernière séquence thématique où il s'agit de restituer les ateliers et puis à la fois de se mettre en discussion autour de ces enjeux. On est donc sur un thème qu'on a appelé transition écologique, justice sociale, se sentir bien dans son quartier, qui est donc l'occasion de regrouper deux ateliers qui ont été menés. Un atelier qui était vraiment sur la transition écologique, justice sociale, agir et réagir dans les quartiers populaires, et un atelier sport, santé et bien-être pour toutes et tous tout au long de la vie. Donc on fait une réunion de ces deux ateliers-là, et vous commencez à connaître le procédé, même si on change un petit peu de temps en temps. Je vais vous faire une petite restitution d'abord du premier atelier sur la transition écologique et justice sociale. Alors déjà, merci à vous de nous avoir rejoints. Je vous présenterai tout à l'heure quand on fera la table ronde. Alors, sur cet atelier-là, plusieurs choses. Donc, la question de lutter contre les injustices de manière générale. Que environnement, ça va aussi avec le budget. Donc, la question de la justice sociale était très fortement liée à la question de la transition écologique. Bien entendu, on a vu là-dessus les questions de précarité énergétique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pensée locale, vraiment, on revient sur ces questions de la proximité aussi. Ça commence avec les pieds d'immeubles, tout le rôle de l'éducation populaire aussi sur ces questions de transition écologique, s'appuyer sur des initiatives existantes, sensibiliser, c'est-à-dire que la transition écologique, c'est aussi être informé, c'est être aussi avoir un langage accessible. On retrouve encore la fracture numérique là-dedans. On a entendu parler aussi de sécurité sociale alimentaire. Je pense qu'on va être amené à en reparler au moment de la table ronde. Des jardins locaux, produire localement, jardiner localement, l'agriculture urbaine. Toutes ces questions autour de la sensibilisation et qui permettent aussi de garantir une alimentation saine et locale, qui était aussi un gros sujet, qui est sorti beaucoup autour de ces enjeux d'agriculture urbaine notamment, mais aussi cantine, alimenter localement. Sur les interpellations, pour y aller tout de suite, beaucoup de choses dans les interpellations. C'était un atelier où il y avait énormément de sujets, donc on a eu un peu plus de mal à vraiment les synthétiser, les regrouper. Elles font un tout petit peu plus liste à l'après-vert. Donc il a été constaté quand même que les problématiques environnementales touchent davantage les habitants de quartiers populaires, que ce soit les pollutions, bruit, îlots de chaleur, etc., gestion des déchets, qu'il y a beaucoup de projets qui émergent afin de lutter contre les injustices socio-environnementales qui les impactent. Et il faut que les institutions les accompagnent et travaillent sur, et c'est là qu'on a plusieurs points, sécurité sociale alimentaire qui est ressortie, une tarification sociale de l'énergie et de l'eau, l'accessibilité des transports en commun en termes de tarifs et de réseaux, un travail à faire sur la place de la voiture dans les quartiers populaires, des aides et de l'accompagnement pour lutter contre la précarité énergétique. Et puis il y a eu bien entendu plein d'autres sujets en débat autour de ce thème très vaste sur la gratification du bénévolat et de l'implication citoyenne, les lieux de récupération, réutilisation comme les ressourceries, le réemploi, les recycleries et toutes les questions des jardins partagés qui permettent de créer des liens sociaux, des jardins nourriciers pour lutter contre la précarité alimentaire avec des petits points de débat autour de cette question des jardins qui sont censés être accessibles à tous et qui parfois recréent aussi des logiques un peu privatives quelque part et qui, même dans une grande logique d'ouverture, peuvent parfois être un peu exclusifs. Voilà pour les interpellations sur cette question-là. Alors, pour prolonger un tout petit peu ces interpellations, on va donner la parole à Loïc et Gabriel de l'association VRAC, voilà, qui voulaient un peu peut-être appuyer sur un sujet ou deux à partir d'un constat et d'une interpellation. Je vous donne la parole. Bonjour à toutes et tous. Du coup, on va parler notamment de notre ressenti et des conclusions qu'on a tirées des assises sur la transition écologique et en particulier sur le sujet de l'alimentation. Donc désolé pour les autres thématiques, mais bon, ça traverse évidemment au-delà de l'alimentation, ce dont on va parler. Je pense que le ressenti qu'on voulait partager avec Loïc, c'est globalement une certaine résignation des personnes qui est autour de la table. Des résignations à plusieurs niveaux, une résignation sur l'envolée des prix. Pour information, les produits alimentaires ont augmenté de 13,3% en un an et on peut craindre que ça continue à évoluer dans ce sens. Et dans le même temps, on compte aujourd'hui 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire en France et cette envolée des prix laisse présager globalement une augmentation de ce nombre dans les
années à venir, en tout cas dans les mois à venir. Une résignation aussi sur les inégalités de santé dans les quartiers politiques de la ville, inégalités de santé qui sont notamment dues à l'alimentation, avec des proportions de diabète et d'obésité qui sont largement supérieures que dans les autres, en dehors des quartiers politiques de la ville en tout cas. Une certaine résignation aussi sur le manque d'offres, le peu de choix, et un sujet notamment qui a été pas mal évoqué, c'est la question des marchés de producteurs et de revendeurs. Globalement, dans les quartiers populaires, on compte peu de producteurs et de productrices qui se déplacent, et s'ils se déplacent, c'est souvent des prix qui sont inaccessibles pour les habitants et habitantes. Donc on peut vraiment parler de notion de désert alimentaire, ce qu'on appelle en tout cas dans notre jargon comme ça. Donc en fait, un manque d'offres et souvent une offre qui se limite au discounter. Et dans le même temps, une injonction des politiques, des associations aussi, et on se sent concerné par ça, à manger mieux, à manger solidaire, à manger responsable pour la planète, pour les producteurs et productrices. Et cette injonction qui est globalement une injonction contradictoire et même presque impossible, j'ai envie de dire, dans des territoires où on n'offre pas d'alternative et donc on peut créer aussi des frustrations. Voilà. Globalement sur les principaux ressentis et les principaux constats sur l'alimentation dans les quartiers populaires aujourd'hui. Et je laisse la parole à Loïc. Ok, merci Loïc. Si vous voulez compléter une petite minute. Ouais, sur les ateliers, du coup, les participants, ils ont dressé un peu la liste des initiatives qui existaient et fait le constat. Donc, il y a des épiceries sociales et solidaires, des groupements d'achat, des animations qui existent dans les quartiers et sur l'ensemble des territoires. Le constat global, c'est que c'est des initiatives qui sont isolées et que ça ne peut pas toucher l'ensemble de la population et l'ensemble des habitants des quartiers populaires. Et donc, il y avait une nécessité de systématiser des mesures, des actions, des dispositifs pour rendre cette alimentation de qualité accessible à tous vraiment. Comme l'a évoqué Gabriel, on en a pas mal parlé dans les ateliers. À Vrac, on aime bien dire que le système alimentaire actuel tue 3 fois. D'abord l'environnement, les agriculteurs ensuite et enfin les consommateurs. Alors pourquoi l'environnement, le climat et l'environnement? C'est parce qu'il est mis à mal par l'agriculture intensive et les pesticides, comme vous le savez. Les agriculteurs aussi, on le sait, le taux de suicide chez les agriculteurs est supérieur à 30% en moyenne des autres professions. Et les consommateurs, enfin, pour les questions de santé, Gabriel l'a évoqué, avec les inégalités de santé qui existent et des maladies spécifiques liées à l'alimentation comme le diabète qui sont très présentes. Face à ce constat, les participants, ils ont d'abord voulu dire qu'il fallait porter l'alimentation durable comme un droit fort. Donc en reprenant un peu le concept historique du droit à l'alimentation qui vise plutôt à remplir les ventres, on lui applique cette notion de durabilité, ce qui amène quelque part une alimentation plus respectueuse de l'environnement, comme j'évoquais tout à l'heure, rémunératrice pour les agriculteurs et puis de qualité pour les habitants. En posant cette question du droit à l'alimentation durable, on pose la question de la justice alimentaire et très rapidement, les habitants, les participants aux ateliers, ils ont évoqué la nécessité de rendre accessible une alimentation de qualité et un budget minimum par personne pour tous, dans les quartiers populaires, mais aussi en dehors, à cette alimentation de qualité. Et donc ça rejoint une proposition du coup, qui a été évoquée à plusieurs reprises par les groupes, sous-groupes et les différents ateliers dans cette journée sur la transition écologique autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation? Donc, c'est une proposition qui est portée par le collectif du même nom, qui se base sur l'expérience de gestion du régime général de sécurité sociale entre 1946 et 1967, qui a été largement attaquée depuis, mais qui est une bonne base de travail pour travailler ensemble la question de la socialisation de l'alimentation. C'est pensé un peu comme une 3e ou une 4e branche de la sécurité sociale, si on inclut celle de la vieillesse, qui permettrait de donner accès à tous à un budget de 150 €. C'est ce montant qui a été trouvé au moment où on a constitué le collectif, mais on pourrait imaginer qu'il augmente avec l'inflation aujourd'hui. 150 € pour acheter des denrées de qualité sur le territoire et dans un réseau de distribution qui serait validé par la sécurité sociale. On pourrait imaginer une carte vitale qui serve, comme dans une pharmacie, à acheter des produits de qualité, ou alors plutôt à l'image du ticket restaurant, un dispositif qui permettrait d'avoir accès seulement aux produits alimentaires de qualité dans les réseaux de distribution.
Le principe de la sécurité sociale de l'alimentation, je finis par là, il repose sur 3 piliers importants. Le premier, c'est l'universalité. L'idée n'est pas de réserver aux pauvres un dispositif qui serait stigmatisant. On a parlé d'un droit à l'alimentation durable, donc l'idée c'est que le droit soit accessible à tous. Le deuxième pilier, c'est la démocratie alimentaire. L'idée c'est que les consommateurs puissent participer au choix de l'alimentation et bien sûr à la gouvernance. Et le troisième pilier, c'est la question du financement. En le basant sur la cotisation sociale, ça permettra d'avoir un financement qui serait déjà important et surtout autonome, non contrôlé par l'État. Et on rejoint du coup cette idée de gouvernance là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclairages qui vont sûrement nourrir fortement la table ronde. Je me demandais si la Lily se nourrissait sainement et durablement. Il semble qu'ils aient des choses à raconter là-dessus. Ça dépend, je dirais. Merci. Vous voulez pas vous asseoir? Ben regardez, sinon il y en a une petite là. Vous mettez à côté. Très bien. Alors écoutez, de la même façon que tout à l'heure, voici ce que nous avons un petit peu retenu de cet atelier très vaste. Effectivement, il y avait énormément de sujets. Transition écologique et justice sociale. C'est parti. Oh là là, mes tout petits radis, oh bon dis donc, et ils sont chouqués mes radis. Oh. Ah ben oui, vous avez chaud mes petits radis, hein, et en même temps personne ne s'occupe de vous. Si papa il n'était pas là, hein. Ding, ding. Oh, ding, ding. Petits radis. Oh. Mais attends. 1, 2, 3. J'ai fait du vélo. J'ai laissé ma voiture une fois. J'ai fait du vélo, j'ai manqué mourir 3 fois. Ah bon? Je suis retrouvé à un moment donné, il y a un bus avec moi, alors je tourne. Ah oui. J'ai une voiture en face de moi. Oh non, non. Attends, mais t'étais dans quel type de voie? Une voie cyclable, une voie partagée, une voie aménagée, une voie quoi? Mais qu'est-ce que j'étais sur une voie? Ah, J'étais sur une voie, je crois qu'à un moment donné, je me suis retrouvé sur l'autoroute. Oh! Mais oh non. Ouais, tu sais, ça me fait penser à Madame Michu du 3e, hein. Elle arrête pas de dire qu'avec tous les vélos qu'on met partout, comme elle fait pas de vélo, elle arrive même plus à se déplacer. Ouais, voilà, mais on se sent exclu de notre ville. Bon, Brigitte, on a un problème dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, il en manque un. Quoi? Il manque quoi? Un plant de cannabis. Quoi? Depuis quand on a du plant de cannabis? Bah depuis que le président a dit qu'il voulait légaliser. Mais non, je déconne, un plant de tomate. Mais... Un plant de tomate, regarde, il manque un. Il manque un plant de tomate. Il y avait 3 fois 10 tomates. Non! C'est Bernard du 3e qui est venu se servir. Ah, le mari de Madame Michu. Le mari de Madame Michu. Oh, dis, tu m'as fait peur. Ah bah, et moi par aussi, contre, il n'y a plus que ça qui tient, hein. T'as vu? Le reste, il n'y a plus rien. Et pourquoi il n'y a plus rien, hein? C'était bien cette idée de jardin partagé. Tout le monde était d'accord. Bah, ça a duré une semaine. Oui, bah c'est qui l'arrose? Mais m'engueule pas moi, je fais avec toi. Non, mais c'est parce que t'es là, je t'engueule, c'est tout. Ah bah dis, alors à ce moment-là, à ce risque-là, je vais pas venir, hein. Bah si, reste maintenant que t'es là et que t'as fait du vélo et que t'as failli mourir. Pardon, c'est juste parce qu'ils sont en train de prendre l'encombrement. Il y a Madame Bernard qui descend son canapé parce qu'elle en veut plus. Ah. Du coup, ils sont en train de le récupérer et de le retaper. Ah bah oui, c'est pas mal. Ils m'ont demandé ce que je pensais du revêtement. Oh. Ah, je vais avoir mon mot à dire. C'est bien, ça. Tu vas participer, c'est bien. Oui, c'est parce que c'est moi qui le récupère. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Mais non, mais n'empêche que j'ai le choix de savoir le revêtement. Ah, écoute. Dis-moi. Oui. Oh, chaud, hein. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu crois pas qu'on pourrait vendre un peu d'eau du récupérateur d'eau? Tu veux vendre de l'eau? Bah, je me dis, avec les tarifs de l'eau à venir, on pourrait se faire un petit business, hein. Ah non, hein? Ah bah... Ah non! Non, mais gentil business, on revendrait moins cher, évidemment. Ah non. Comme il a été dit, on rit ensemble. Eh oui, et on pleure ensemble. Oui. On va pas aller vendre de l'eau de récupération à nous ailleurs, on va la donner. Mais c'était pour financer la carte Miam Miam. C'est quoi la carte Miam Miam? T'as pas entendu parler de la carte Miam Miam? Ah bah non. Alors attends, je t'explique. Tu cotises à hauteur de tes moyens et tu reçois à hauteur de tes besoins. C'est révolutionnaire. Ouais, c'est surtout pas très concret pour moi pour l'instant, mais... mais c'est-à-dire que avec l'argent des récupérateurs d'eau, on cotiserait dans une caisse, puis les gens qui auraient besoin, tu vois, de chèques alimentation, tout ça, bah hop, tac, ils recevraient des trucs. Ça nous éviterait d'avoir 2 plants de tomates dans un désert alimentaire et climatique. C'est ce que j'ai lu aux nouvelles?
Une bonne, j'espère. Ah bah non, c'est jamais les bonnes nouvelles. Ah bah super. Il a encore attaqué Qui c'est qui a attaqué? l'agriculture intensive. De quoi tu me causes? Ils en sont à 3 victimes. Oh! Ils ont tué 3 fois? Ah bah ça. Le climat, Oui. les agriculteurs Oui. et nous, consommateurs. 3 fois. Bah personne l'arrête. Ah non, bah je t'assure. Mais moi, je suis pas mort encore. Hein? Bah non. Attends, excuse-moi. Hop. Tu repars? Non, je rentre dans la roue de l'agir. Ah oui. Oh, tu m'as fait peur. Il y a une zone dédiée, visiblement. Oui. Je me prends un peu pour un hamster, mais enfin... Oui, mais écoute, c'est bien. Ah. Fais-le tant que tu peux, parce qu'après, ici, il y aura une ZFE. Ben moi, je... Ah bah remarque, Je ça pollue ira, pas. la ZFE, non, c'est vrai. Ben non, je rejette pas de gaz, enfin, pas là, quoi. Ouais, enfin, ça dépend, hein. Tu Après, sais, ça, les ils hamsters, c'est le même problème que les vaches, ça relâche du méthane. Dis donc, je me demandais, j'ai entendu plusieurs fois, c'est quoi exactement un espace apaisé? Alors, Ouais. moi, dans mon salon, c'est apaisé, par exemple. Mais Bah, j'ai ni espace vert, C'est un espace où on s'engueule pas? Non? je sais pas, c'est eux qui disent. Moi, tu vois, quand je suis là en train de m'occuper des tomates, ben, je me sens apaisé. Ça me donne confiance en moi. Ah ouais? Ouais. Je donne tout l'amour que j'ai. Je donne mon amour. Je donne l'amour de la République. Je donne l'amour de la métropole. Je donne même l'amour des fois de Béatrice Vessillier. Je donne l'amour de tout le monde. Oui! Et mes tomates, elles sont rouges, mais alors, elles sont belles. Ben, Carlette, avec ton amour. Mais tu oui, penses? c'est ça. Ça me fait du bien. Je crois que c'est ça, l'apaisement. D'accord. Excuse-moi, c'est parce que la roue... Ça t'a fait tourner Non, la non, tête. mais je t'écoute, hein, C'est les juste... chaleurs, tu vois. Dis, Ouais. est-ce que tu crois que c'est citoyen ou c'est pas citoyen d'aller ouvrir une bouche d'eau pour Écoute, s'arroser? tu sais quoi, j'en sais rien. Mais ça va rafraîchir tout le monde. Je voulais savoir, tu fais partie de... Tu participes, toi, à la bourse du logement? Ah ben non. Hein? Moi, j'ai un petit 30 mètres carrés sans fenêtre. J'espère que je vais pouvoir l'échanger contre un loft de 150. Ah oui, dans le cadre du parcours résidentiel? Oui! Oh, c'est Il génial, faut ça. passer par un truc, tu dis, j'aime bien ça. Ah bah c'est super. Non, ça, j'aime bien. Ah ouais. Et comme ils habitent en bas, maintenant, ceux Ouais. qui font les immeubles pour t'occuper et te faire visiter, Ouais. eh ben, ils disent, alors, t'as quoi à donner? Je dis, bah, moi, j'ai un petit studio de 30 mètres carrés, pas de fenêtre. Ouais. Il dit, et tu veux quoi? Bah, je veux ce loft. Il dit, Et ça marche. bah, alors, non, ils ont dit que de temps en temps, ils avaient le courage de dire non. Ah. Moi, Il y a un peu de chance que ça marche. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que moi, le loft de 130 mètres carrés, c'est le mien. Quoi? C'est le mien. T'as un loft, toi? De 130 mètres carrés, oui. Bah, dis donc, tu pourrais amener autre chose qu'une quiche à la table citoyenne. Je sais pas bien cuisiner. Par contre, l'outil tech, c'est moi qui ai tout fourni. Viens, Non, mais de toute façon. je vais te prêter une pioche. À l'outil tech? Bah oui. D'accord. Tu veux- Eh oui. Bah ouais, on l'a placé là, la roue. C'est bien. Ouais, on n'y va pas à vélo, hein? Oh bah si. Tu me donneras des cours? Oui. Et puis maintenant, il y a des vélos électriques. Ça risque rien. Mais n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport, c'est pour l'effort, le vélo électrique, c'est pas pour la sécurité. Mais non, mais je croyais que parce que je croyais que t'avais chaud. Mais non, c'est qu'il y a Oh. des gens, écoute, c'est ce que je te disais quand je suis arrivé. Mais oui, mais c'est ça, le bus qui t'est rentré Mais non, dedans. mais Mais alors, t'avais il m'a aussi pas- très il m'a chaud. pas vraiment Ah mais rentré oui, dedans, mais voilà. ça va rentrer dedans parce que. Merci. Transbo. Et derrière aussi. De l'énergie de milieu d'après-midi. Et À merci, tout de suite. Merci encore à la Lily. Si j'ai bien compris, vous faites un peu de sport, ça tombe pas mal, on va avoir besoin de vous. Puisque dans cette même séquence, on parle aussi de sport, santé, bien-être, qui était le deuxième atelier. Et avant de démarrer la restitution, on va faire dans l'autre sens. Je vais donner la parole à Samuel Tran, chargé de mission partenariat public pour Sport dans la ville, qui voulait nous évoquer un sujet parmi d'autres qui avait été évoqué dans les ateliers. Oui, donc merci de me redonner la parole. Donc tout d'abord par rapport à l'atelier, un petit ressenti. Donc l'atelier qui s'est passé à Rieux-la-Pape. Donc c'était quand même globalement très intéressant de pouvoir se rencontrer entre acteurs locaux, entre habitants, pour voilà, voir un petit peu quel point de vue chacun partageait, quels étaient les besoins vraiment du public sur le terrain. Donc on a essayé de réfléchir collectivement dans un temps assez court sur différents sujets, en abordant tous les sujets, en aussi changeant un petit peu du coup d'approche par rapport au public habituel des fois qu'on a l'habitude de cibler. On parle souvent beaucoup des jeunes, en tout cas dans mon cas. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. On a eu des échanges vraiment constructifs. On a pu essayer de répondre, de faire des propositions voilà, pour répondre à ces problématiques, à tous ces besoins qui ont été remontés. Les freins souvent se recoupent, quels que soient les publics et même quelles que soient les thématiques. J'ai envie de dire, c'est un peu toujours les mêmes freins qui remontent.
Et du coup, voilà, pour rentrer un peu plus sur le fond de l'atelier, j'aimerais bien mettre en avant quelques propositions et du coup parler de 2 publics qui ont été évoqués, donc notamment les seniors et les femmes. C'est-à-dire que c'est nous, en tout cas en termes d'accès au sport, c'est les 2 publics qui sont invisibles sur les terrains sportifs, tout simplement parce qu'on ne leur propose rien et qu'il n'y a rien d'adapté à leurs besoins. Donc voilà, une première interpellation, ça serait quelles animations, qu'est-ce qu'on met en place pour que les mères de famille et les seniors puissent également pratiquer une activité physique. Donc le groupe présent a mis pas mal d'hypothèses qu'on va voir après. Donc rendre accessible le matériel, rendre accessible les infrastructures. Donc voilà, quand on parle de rendre accessible, c'est à la fois en termes de prix, donc des prix réduits, voire la gratuité et la proximité des installations. Donc on peut citer par exemple les recycleries sportives dans les quartiers prioritaires qui permettent pourquoi pas d'acheter du matériel à moindre coût. Les aspirations aussi dans le sens au niveau des infrastructures, donc du coup sur des terrains plus modulables, moins genrés, plus écologiques. Donc il y a besoin aussi d'innovation écologique. Je ne sais pas s'il y aura des pistes là-dessus, il y a beaucoup à faire. Voilà. Et enfin une autre idée qui était assez intéressante, qui était de pouvoir aussi pourquoi pas faire sortir du quartier les gens pour la pratique sportive, que ce soit les amener sur un autre territoire pour créer de la mixité sociale, ou mettre en place des navettes écologiques gratuites pour amener les gens à l'extérieur de la ville, dans la nature, pratiquer d'autres activités de pleine nature. Donc voilà, ça peut être des pistes. Et en tout cas, l'idée de tout ça, c'était vraiment de pouvoir utiliser le sport comme outil de santé, de bien-être, de santé physique et mentale pour les habitants et les habitantes. Merci beaucoup Samuel. Je pense qu'on va pouvoir donc des choses très très concrètes on va pouvoir prolonger un peu avec la restitution des ateliers, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont là dans ce que vous avez dit sur cet atelier sport bien-être. La question de l'inclusion, encore être inclusif, qui revient vraiment avec les questions de gratuité, de mixité des publics, d'égalité des genres. Sensibiliser, informer, ça c'est pareil, c'est un thème un peu transversal à tous les ateliers, en s'appuyant sur les structures existantes, en multipliant les canaux, avec aussi des choses sur l'éducation à la sexualité par exemple. Le aller vers, ce fameux terme qu'on entend beaucoup de partout, avec des choses sur le bilan de santé au collège par exemple, le lien entre les structures territoriales, des espaces de proximité, et vraiment donner les moyens pour ces équipements inclusifs, pour la mutualisation. On a parlé, vous l'avez dit, de la recyclerie sportive par exemple. Donc voilà, avec des moyens derrière qui doivent être au rendez-vous aussi. Pour ce qui est des interpellations, afin que les habitants soient en bonne santé physique et mentale, la question de la prévention qui est importante, qui nécessite de rendre moins complexes les parcours de santé, de garantir l'accès aux soins partout et en proximité, et d'aménager des espaces qui favorisent le lien social, que ce soit les espaces verts ou les équipements sportifs, pour lutter contre l'isolement. Une prévention santé qui doit intervenir à toutes les étapes de la vie et dans les lieux de vie, pour les jeunes, l'âge aussi en PMI, les ados, collèges, seniors, etc. Il faut la rendre visible et mettre les acteurs de la prévention en réseau. Il faut imaginer des solutions d'attractivité pour avoir plus de personnel soignant présent dans les quartiers au quotidien. On avait parlé ce matin, je crois que c'est Raphaël qui a évoqué la question des déserts médicaux. De créer des équipements sportifs largement ouverts, adaptés aux femmes comme aux hommes, aux jeunes et aux seniors, aux valides et aux non-valides. On retrouve ici la question du handicap, où l'on puisse pratiquer des activités sportives variées, dont le e-sport, qui était apparemment un vrai sujet dans l'atelier, et à des prix qui ne fassent pas obstacle et avec des animateurs formés. Et enfin, de multiplier les événements sportifs dans les quartiers en allant chercher les habitants, en favorisant l'implication des familles. Voilà, on va essayer de faire synthèse avec ces différents sujets qui sont nombreux, entre transition écologique, sociale, tous les sujets qui sont là-dedans, plus l'histoire du sport, mais je crois qu'avant... Ouais, exactement. C'est ça. Je les avais oubliés, il devait faire un petit peu de sport avant qu'on démarre. On n'est pas des silencieux. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, parce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est que là, d'un coup, bam, on restitue 2 ateliers coup sur coup. Donc, eh bien là, pareil, hein, toujours la même chose, on a pris quelques notes. Et pour la dernière fois de la journée, le dernier atelier de la journée, eh bien, nous avons envie, et on a pensé à une petite scénographie, regardez, hop, incroyable. Hop. On rajoute des chaises à un plateau plein de chaises, quand même. On est bon. Eh bien, alors, pour la dernière fois, c'est parti. Voilà.
combien j'ai fait de pas? Eh, pas mal. Génial. Ah, vous êtes le... Pardon, vous êtes Voilà la leçon de conduite. Alors, oui, c'est la leçon, / on passe direct le permis derrière. Ah bon? Bah oui. C'était ma première heure, mais je veux bien passer le permis dans la foulée. Non, bah on va faire la première heure, c'est très bien. Du coup, c'est bon, j'ai 10 000 pas. Ah oui. J'ai mon fils qui traficote le truc, il fait comme ça pour en avoir 30 000 d'un coup. Mais moi c'est pareil, je secoue ma montre à chaque fois. Ah, je monte du côté directement du volant. Bah oui. Ah oui. Ah, je finis ma partie, hein, parce que je viens de l'ANEC de Vaux-en-Velin, on fait 1 heure de devoir, 1 heure de jeux vidéo, et puis après on fait 1 heure de sport. Et du coup, là, vous êtes aux jeux vidéo? Et oui, mais c'est que du sport, hein. Faut pas croire, hein. Non, je ne crois pas. Par contre, faites attention au capot en passant. Oui, c'est ça, je fais attention. Oui. Allez, Zou. Clac. Allez-y, montez. Alors, juste avant qu'on démarre, si ça vous dérange pas, je vous explique que je suis référent aussi de quartier contre l'isolement des personnes âgées, voire même contre l'isolement tout court, ce qui fait que pendant votre leçon, on va faire 2-3 trucs, on va passer prendre des gens au passage, pour les amener un peu dans différents endroits. Bon, enfin, voilà. Donc allez-y, on démarre. Voilà, alors la santé, hein, elle est importante. Oui, attachez-vous parce que c'est la santé. C'est-à-dire que pour être en santé, il faut être en vie. Hein. Voilà. Du coup, allez. J'ai fait peur. Donc j'ai le deuxième volant. Alors, on va y aller, on démarre. Voilà. Ah non, attends, arrêtez-vous tout de suite. Ah bon, déjà? Oui. Là, le frein. Ah oui, attends. Voilà. Oui. Oui. Madame Daniel, montez. Oh, c'est gentil. Je monte derrière? Oui. Là. Clic, moi je vais à la boulangerie. À la boulangerie, vous allez? Oui. Elle va à la boulangerie. Ah bon, c'est super. Bon, on vous emmène à la boulangerie. À la boulangerie. Ah, et puis aussi, si c'est possible, si vous pensez au maraîcher, parce que si je prends du pain d'un côté, il faut que je prenne des fruits et légumes de l'autre, vous voyez? Eh ben oui. Parce que bon, une nourriture 5 fruits et légumes par jour, ils ont dit, hein. Oui, puis comme je commence un petit diabète. Ah bon? Bon, oui, je vois au passage comme ça un petit diabète. Faut que j'y fasse quelque chose, visiblement. Oh mince. Ah oui, alors du coup, il faut que j'aille prendre des fruits et légumes. Oh. Regardez devant! Ah bah oui! Oui, c'est parce que je pensais que vous... temps de réaction. Non, mais parce que je pensais qu'avec le deuxième volant, vous faisiez quelque chose. Oui, mais sauf que j'étais occupé à parler derrière, en fait. C'est ça. Forcément. Vous êtes passionnante, madame. Vraiment, c'est appréciable d'avoir de la compagnie. Je vous en prie. Oh, dites donc, il y a Gérard! Oh! Eh ben alors! Oui, on va s'arrêter pour prendre. Montez, Gérard! Montez. Ah oui, j'arrive! Attendez! Vous montez, attendez. Oui, non, mais si, je vais passer au-dessus. Oui, c'est pas grave, non, mais vous embêtez pas, je vous passe au-dessus. Mais sinon, non, on va pas se passer au-dessus. Ah bon, d'accord. Vous allez au conseil municipal seigneur de Saint-Genis? Eh ben oui, comment vous le savez? Parce que je vous connais. Allez, on redémarre, mon petit, on démarre. Je me dis que je fais ça, mais de temps en temps, il pourrait marcher. Oh bah... pour le nombre de pas, il pourrait marcher. Et en même temps, comme c'est lutter contre l'isolement, regardez, ça papote derrière. Oui, c'est super. Ils sont mignons. Bon, alors, on y va. Regardez bien où vous allez. Attention au vélo, hein. Ici, c'est... Oui. compliqué. J'ai failli en percuter 1 ou 2 déjà, donc... Bon, ils sont pas morts? Non. Ah bah ça va. Ça rebondit. Ah bah ça va. Oh, dis donc. Oh, regardez. Attendez, arrêtez-vous. Regardez, mais voilà, là on est dans un grand stade ouvert où il y a de tout. Ah oui, c'est bien ça. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des filles, il y a des hommes. Eh ben vous savez que c'est une idée du conseil municipal des seniors, ça. Oui, mais du coup... C'est grâce à nous. Mais c'est bien. Eh ben oui que c'est bien. Mais c'est bien, mais du coup, alors le principe c'est que pour que ça aille à tout le monde, il n'y a rien en fait. C'est ça, on est d'accord? Pour que ce soit pas genré, il n'y a rien. Il n'y a pas de couleur. Pour que ce soit pas qu'une démonstration de muscles, il n'y a pas de, pas de matériel. Oui. Et pour que ce soit pas juste je regarde, il n'y a pas de banc. On est d'accord que c'est un terrain vague en fait. C'est un terrain vague, mais au moins il n'y a pas 75% des équipements qui sont faits pour les mecs. Non, là il y en a 100% qui est fait pour personne en fait. Ou pour tout le monde, ça dépend comment on voit les choses. Non, mais c'est bien. Dites, je vais m'arrêter là, moi. Ah oui. Excusez-moi, monsieur Bernard. Je repars. Allez, bonne journée, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Juste, vous pouvez repasser. Attention, votre micro. Oh oui, je l'ai. Si vous pouvez repasser d'ici 15 minutes, en fait, le temps que j'achète tout. Pour rentrer chez moi. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il serait possible, je vois que vous faites du covoiturage. Oui. Je vais chez le dentiste, mais c'est un peu loin. Non, mais faites, à Valenciennes, ils font comme ça. Oui. On fait comme à Valenciennes. Mais je sais. Et à d'autres endroits aussi. Montez, allez, montez. C'est juste que je ne l'avais pas dit. Eh ben,
Non, c'est parce qu'on est en train de tester, pour être très honnête, on teste un fonctionnement, c'est-à-dire que bientôt, peut-être ça, ce sera fait par la métro et gratuit. Ah oui, excusez-moi, je vous écoute pas, le monsieur n'arrête pas de me parler depuis tout à l'heure. Ah bah je fais le monsieur. Ah, oui, je suis bien content de vous voir, dis donc. Oui, je sais pas trop ce que je voulais vous dire. Si. Plein de choses, ils sont en train de tester un système, c'est pour la métro, bientôt ce sera gratuit. Ce sera gratuit, ils vont nous emmener à les campagnes pour aller faire du sport, vous voyez. Ah oui. Ce qui fait que moi, qui n'ai jamais fait de cheval, je vais m'y mettre. Parce qu'ayant un cheval dans le quartier, c'est pas bien possible, mais tandis que s'il nous sort et c'est gratuit... On peut faire du cheval. Bah, c'est-à-dire à l'extérieur, on peut faire tout, on peut tout faire. Du sport de pleine nature, quoi. Bah, c'est ça, il paraît qu'il y a des arbres. Ouais, je vais me faire soigner les dents, puis après je ferai de l'acrobranche. Faut y aller, hein, faut y aller. En tout cas... Écoutez, je crois que j'ai... Vos chaussures, elles viennent d'où? La recyclerie. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, alors j'ai l'air de dénigrer, hein. C'est juste parce qu'à un moment donné, dans l'atelier, il y a une dame qui a dit ce genre de choses et ça nous a fait rire. Ah, c'est vrai. Mais sinon, pour le reste, c'est une très bonne idée. Mais moi, j'ai lavé mes chaussures. Oui, c'est bien. Parce qu'elles sont pas en cuir. La dame insistait là-dessus. Ah oui, d'accord. Oui. Elle disait quand c'est en cuir, ça craint, tu peux pas les laver, c'est une question d'hygiène. Est-ce que je vous ferai pas un petit cours sur la sexualité, tous, là? Ah! Hein, parce que j'ai l'impression que derrière... Oh, mais c'est pas vrai, on dirait ma mère! Non, n'abandonnez pas le... Ah si, j'abandonne le poste de pilotage, hein? Hein? Mais non, revenez! Non, mais... Il était une fois un chou. Je suis pas sûre d'être le mieux placé. Oh, je sais, j'ai une amie qui est gynécologue. Là, on va passer la prendre. Ah bon, je vous suis! Mais attention, on nous suit tous, on part tous en voiture ensemble. Oh, ça c'est bien. Va falloir travailler votre obésité, vous. Ah bon? Mais... Je suis pas assez obèse? Mais non, vous l'êtes pas assez. Ah mince! Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah pourtant je mange plein de bons petits plats, je comprends pas, je grossis pas. Ah, c'est que c'est simple, puis vous marchez pour le faire? Ah oui? Vous pensez que c'est ça? Bah je pense. Non, je sais, c'est que votre fille est infirmière et elle travaille dans le quartier. Oh, mais dis donc, vous savez tout sur tout! Bah dites, je suis monitrice auto-école, hein. J'ai un œil de partout. Oh. Allez, on rentre, bonhomme. Vous m'avez appelé bonhomme. Eh ben, faut pas. C'est mignon. Bah, moi, Ah bon, fallait pas? Non, je trouve ça mignon, c'est tout. Bah, attention, hein, rien de... Moi aussi, quand même, c'est mignon. Bah, vous avez les mots pour me séduire. Ah, j'espère que vous aurez les actes pour me convaincre. Merci beaucoup, c'était la dernière fois pour nous. Travaillez bien, merci bien. Merci à la Lily, un tonnerre d'applaudissements. Je les prends toutes. Ça, c'est du sport. Tout est dans la main. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de nous souhaiter bonne chance pour réagir après avec deux sujets très très variés et puis après cette improvisation, mais on va essayer de faire au mieux. Donc merci de nous avoir rejoints. Donc on est sur cette séquence transition écologique, énergétique et sociale, se sentir bien dans son quartier. Donc vous l'avez vu, on a fait la fusion de deux ateliers comme depuis ce matin. Donc on va essayer de prendre peut-être pas tous les sujets, mais on va en prendre certains les uns après les autres. Et on va peut-être démarrer avec cette question, là, on l'a vu hein, sur la question de l'écologie où il y avait énormément de sujets. Sans surprise, il y avait cette question de la précarité énergétique qui était présente avec une demande d'accompagnement très forte. Alors on sait très bien que les logements quartiers populaires, c'est peut-être des bailleurs sociaux qui peuvent avoir des reins solides, mais c'est aussi de l'habitat privé, des petites copropriétés pour lesquelles la transition énergétique, c'est un effort conséquent. Parfois, c'est peut-être compliqué. Et voilà, du coup, je m'adresse à vous, Madame Mancret-Taylor, directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Votre cœur de métier, c'est d'améliorer l'état du parc de logements privés pour lutter contre les fractures sociales. Moi, j'aimerais bien savoir, dans cette mission qui est la vôtre, la lutte contre la précarité énergétique, comment on s'en saisit dans les quartiers populaires quand on est l'ANA? Écoutez, je vais commencer par saluer tout le monde et remercier la métropole de Lyon d'avoir invité l'Agence nationale de l'habitat à cette journée d'assises. Et puis peut-être partager avec vous à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle, ce qui met mon propos un peu en équilibre. Oui, il y a des injonctions. Oui, il y a un changement climatique. Oui, il faut lutter contre ce changement climatique. Oui, on a des quartiers populaires avec des populations qui sont parfois en situation de grande vulnérabilité.
je pense que les improvisations, enfin les séquences qu'on a vues et les témoignages qu'on a entendus le révèlent très bien. Mais on a aussi dans notre pays la chance d'avoir des aides pour pouvoir intervenir sur l'habitat privé. Et l'habitat privé, c'est très important, tout simplement parce que dans notre pays, vous le savez, 80% en fait du logement, c'est de l'habitat privé. Et dans les quartiers populaires, l'habitat privé, ces grandes copropriétés, parfois plus petites, ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir se transformer et évidemment se rénover au plan thermique. Et c'est notre métier. Voilà. Donc il y a à la fois cette injonction par rapport à un changement climatique et puis en même temps dans nos politiques publiques un dispositif qui existe pour pouvoir agir. Et donc cette agence que je représente est une agence qui travaille avec les territoires, qui travaille avec les collectivités territoriales. Donc je suis tout particulièrement contente d'être à Lyon aujourd'hui parce que avec Lyon, c'est une histoire ancienne. Ça fait longtemps que la métropole de Lyon intervient sur l'habitat privé et intervient notamment sur les copropriétés et l'ensemble des copropriétés, à la fois pour leur permettre de se transformer et singulièrement pour pouvoir se transformer et pouvoir entrer dans un cycle de transformation face à la transition écologique que nous vivons aujourd'hui. Autre élément que je voulais partager avec vous, c'est que 80% des logements de 2050 existent déjà, qu'il s'agisse de logements sociaux ou qu'il s'agisse de parcs privés. C'est-à-dire qu'en ce début de 21e siècle, au fond, notre enjeu en matière de politique de l'habitat, et quand je dis le nôtre, c'est les pouvoirs publics et tous les habitants, et évidemment les élus des territoires, et tous les professionnels qui interviennent dans ce champ, c'est d'intervenir sur ce qui existe déjà. Et c'est particulièrement difficile parce que ce qui existe déjà, ça demande de diagnostiquer, de bien comprendre. Et puis aussi, ce qui est compliqué, c'est que ce qui existe déjà est habité. C'est-à-dire qu'on ne construit pas quelque chose de neuf à partir d'une page blanche ou à partir d'un terrain disponible, mais on travaille sur ce qui existe déjà et qui est habité. Donc il faut pouvoir intervenir, c'est-à-dire réaliser des travaux, pour dire les choses de façon très concrète, mais tout en permettant aux habitants de continuer à vivre dans leur logement. Donc forcément, c'est des méthodes d'intervention qui sont forcément plus longues et qui sont aussi un petit peu plus complexes. Et puis, autre élément, le aller vers. Enfin, j'ai été très marquée par ce que vous nous avez restitué. Les propriétaires du parc privé ne sont pas des professionnels du bâtiment. Et faire des travaux, non seulement c'est pas forcément très agréable parce que c'est un peu intrusif, il y a une intrusion dans votre intimité en fait pendant le temps des travaux, mais en plus ce sont des vraies techniques. Donc pouvoir intervenir sur des logements, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou qu'il s'agisse d'habitats collectifs, c'est des vraies expertises, à la fois pour faire le diagnostic, mais c'est aussi des vraies expertises pour pouvoir accompagner les ménages dans un parcours de travaux. Et c'est une véritable expertise aussi pour les professionnels du bâtiment pour réaliser les bons travaux. Et pour ce faire, il y a un dispositif en France qui a été mis en place maintenant depuis un certain nombre d'années et qui porte le doux nom de France Rénov et que l'agence de l'habitat anime et qui est cofinancé avec les collectivités territoriales, qui fonctionne très très bien sur la métropole de Lyon. J'y étais ce matin, j'étais avec ces équipes justement pour échanger sur tout le travail qui est conduit au quotidien. Et donc c'est extrêmement important parce que c'est vers ces équipes, vers ce service public en fait de l'information sur l'habitat privé qu'il faut que les habitants se tournent pour pouvoir obtenir des informations, des conseils et puis pouvoir être orientés vers les bons professionnels qui vont les accompagner dans des démarches de travaux, leur permettre de faire un diagnostic sur leur logement, leur permettre d'intervenir sur leur logement et de rencontrer les artisans et les entreprises qui vont pouvoir réaliser ces travaux. Et c'est vraiment en allant vers les ménages et de la part des ménages, aller vers ces espaces conseils, France Rénov, que la rencontre se fait et que la meilleure opération de travaux peut se réaliser pour pouvoir faire face en fait à la transition écologique. Et donc dans les quartiers, puisque c'est beaucoup des quartiers que l'on parle aujourd'hui dans ces assises, je pense que ça vaudrait la peine avec la métropole de Lyon, avec les services de l'État et avec l'ANA, qu'on imagine peut-être des itinérants spécifiques à destination de ces quartiers pour mieux faire connaître
connaître les dispositifs, parce que dans les quartiers, on a beaucoup traité le logement social et le parc privé, peut-être un peu moins, mais maintenant c'est le temps du parc privé, et notamment dans certains quartiers qui ont déjà été transformés, et on a toute une marche de progression en fait à conduire ensemble et qui s'ouvre devant nous, et avec des moyens financiers importants. Et enfin, pour conclure mon propos et ne pas trop l'alourdir, vous dire que ce que nous on observe depuis l'Agence nationale, donc depuis nos données en fait nationales, c'est que notre activité sur les 5 ans qui viennent de s'écouler a été multipliée par 10. Donc ça veut dire que bien sûr l'État nous a confié un budget important pour pouvoir agir dans les territoires, mais ça veut dire, parce que nous versons des aides en fait aux propriétaires pour leur permettre de réaliser des travaux, ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de ménages dans notre pays qui, sur les 5 ans qui viennent de s'écouler, sont venus solliciter ces aides, bien entendu accompagnés pour pouvoir s'engager dans ces démarches de travaux, mais ça veut dire que cette prise de conscience est réellement au rendez-vous et que maintenant il faut aller encore plus loin. Merci beaucoup pour ces réponses très claires sur un point parmi tous ceux qu'on a évoqués avant, qui est cette question de la précarité énergétique, notamment la rénovation des logements. Et on est revenu sur des questions des logements indignes aussi, dont on a parlé ce matin. Alors on va faire un peu des grands écarts comme ça, hein, parce que les sujets ils sont tellement divers. Mais voilà, le bien-être, c'est dans les quartiers populaires, c'est le logement, mais c'est aussi tout ce dont on a parlé, santé mentale, physique, à titre individuel, collectif. On l'a vu au cœur des interpellations, il y a cette question d'espace collectif plus vert, mais aussi cette question d'espace d'alimentation saine, durable. Et donc, merci encore à VRAC de venir nous remettre le doigt là-dessus, sur cette question de la sécurité sociale alimentaire. C'en est une traduction. Je vais m'adresser à vous, Jérémy Camus. Vous êtes vice-président Métropole de Lyon, à l'agriculture, l'alimentation, la résilience du territoire, donc vous me semblez être le parfait interlocuteur. Comment on arrive à concilier ces questions d'alimentation saine, de justice sociale, de transition écologique au sein des quartiers populaires? Les initiatives vertueuses qui existent ou qui pourraient exister, elles sont où? À quoi elles ressemblent? Alors d'abord, je voulais remercier beaucoup pour les interpellations sur ce sujet et de l'avoir amené comme une thématique forte qui manquait peut-être jusqu'à présent dans la réflexion autour des contrats de ville. Et comme il y a eu une interpellation au tout début de la journée pour l'intégrer comme un axe majeur des contrats de ville et comme un axe structurant des contrats de ville, j'en suis très content. Et je vous remercie aussi d'avoir dressé des constats. Ça m'évite de le faire, mais on se rejoint complètement sur les constats et l'impact qu'une vraie politique alimentaire pourrait avoir sur les habitants. Et moi, j'aime dire qu'avant que ce soit une politique d'alimentation, c'est une politique de santé publique. Et ça rejoint d'autres sujets autour de l'activité physique en particulier, mais pas que. L'isolation des bâtiments en fait partie. Derrière les enjeux d'alimentation, il y a ce terme de justice alimentaire. On a parlé aussi des attentes en termes de justice sociale. Et la pandémie nous avait déjà mis un peu devant le fait accompli que de ces fameux déserts alimentaires où les habitants avaient du mal à trouver une alimentation comme d'autres habitants peut-être sur d'autres parties du territoire. Et on a effectivement mis en lumière qu'il y avait des déserts alimentaires où l'offre n'était pas aujourd'hui au niveau de ce que les habitants pouvaient attendre, en tout cas ce qu'on devait amener aux habitants. Et donc derrière ça, il y a la notion de justice sociale, c'est-à-dire que en s'alimentant d'une façon pas aussi bonne qu'on pourrait l'avoir, on a ces impacts de santé qui vont apparaître derrière. L'enjeu de justice alimentaire, c'est aussi l'accessibilité. Et on voit aujourd'hui, encore une fois après la pandémie, l'inflation, vous en avez parlé à l'instant, qui ne va pas s'arrêter de sitôt, qui fait des bonds assez extraordinaires et on le vit toutes et tous, mais encore plus pour les personnes en précarité. Et la précarité alimentaire explose également d'un autre côté, ce qui amène à dire comment on garantit cette accessibilité alimentaire, comment on garantit une accessibilité à des produits sains, à des produits locaux, et je ferai le lien avec l'impact qu'une politique autour de l'alimentation pourrait avoir sur le tissu économique local et en particulier sur l'agriculture locale, et de se dire que peut-être, comme disait tout à l'heure monsieur, de dire que c'est peut-être la solution et aussi dans les quartiers, la solution à des débouchés pour le monde agricole si on y met un peu de moyens pour rendre accessibles ces produits. Et donc arrive le sujet de la sécurité sociale. Alors,
on se rejoint sur les constats, on se rejoint sur la solution in fine d'inscrire une vraie sécurité sociale de l'alimentation, et toujours la même chose en partant d'un vieil adage qui est le premier médicament pour les gens, c'est l'aliment qui est ingéré au quotidien. Donc ça ne choque personne aujourd'hui de se faire rembourser des médicaments à la pharmacie pour se guérir. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas cette anticipation de ces maladies en ayant un accès avec une somme mensuelle qui est attribuée pour aller vers une alimentation qui évite potentiellement d'aller vers des maladies qu'on a citées, diabète, maladies cardiovasculaires, etc., etc. Par contre, avant d'y arriver à cette échelle nationale, à cette échelle de sécurité sociale et d'alimentation, on a peut-être ici, avec le contrat de ville, une véritable opportunité de cranter, d'expérimenter et d'amener cette alimentation au cœur des cités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le contrat de ville doit amener aussi les moyens nécessaires pour qu'on mène ces expérimentations. Et moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a déjà des acteurs qui œuvrent sur le terrain sur ces sujets-là, et ils sont de plus en plus nombreux. On le constate depuis le début du mandat, avec des acteurs qui s'emparent de sujets de l'alimentation. Et je pense qu'il y a un autre phénomène qui n'est pas que conjoncturel, lié à l'inflation et à la pandémie. Il y a un vrai enjeu de société, et je reviendrai tout de suite après sur ce sujet-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est prêt, en fait. Les collectivités locales sont prêtes, les acteurs locaux sont prêts, les habitants sont prêts. Donc maintenant, c'est comment on change d'échelle. Et c'est ça mon mantra depuis le début du mandat, c'est trouver les moyens de changer d'échelle et de faire que ces déserts alimentaires deviennent plutôt des endroits où on a toute l'offre disponible et très accessible. Je voulais revenir pour finir sur un autre enjeu, et on ne l'a peut-être pas assez dit dans les interpellations, mais il y a l'enjeu de démocratie. On revient aussi sur la démocratie, les enjeux de citoyenneté qui ont été les risques aujourd'hui inhérents. Et peut-être qu'autour de l'alimentation, on a une porte de renouer avec une forme de citoyenneté. Et je rappelle, moi, souvent la définition du repas gastronomique français. Vous savez, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette dans le repas gastronomique français, c'est surtout comment on fait société autour d'une table, comment on se met autour d'une table et on fait société. Et donc ça, j'adorerais, et Béatrice ici en a parlé tout à l'heure, qu'on multiplie les tables de quartier, mais que ces tables, ce soient vraiment des tables autour desquelles on parle d'alimentation, et peut-être qu'on parle d'autres sujets que de l'alimentation, qui nous permettra de refaire société ensemble à travers cette démarche-là. Ça veut dire que l'enjeu démocratie, finalement, on pourrait y aller le chercher à travers cet enjeu d'alimentation. Et surtout, ce qu'on pourrait faire, c'est de créer un terreau assez fertile, sans faire de mauvais jeu de mots et reprendre l'humour de la Lily, qui nous permettrait d'aller vers d'essaimer aussi des bonnes pratiques qui existent déjà. Je vous ai parlé tout à l'heure des associations qui œuvrent sur l'alimentation, mais tout à l'heure, il y est parlé de jardins partagés. Sur la métropole, c'est environ 300 jardins partagés qui existent déjà. Ça représente à peu près une centaine d'hectares qui sont couverts d'autoproduction. C'est aussi une solution pour avoir une accessibilité alimentaire, c'est autoproduire son alimentation, et on mène une politique très active dans ce domaine-là. C'est aussi une façon de se réapproprier l'espace public. Il y a des espaces qui étaient sous-exploités en fait en pied d'immeuble. J'ai un très bon exemple dans le 8e arrondissement avec un maraîcher qui s'est réapproprié un espace qui était finalement un espace vide et qui est aujourd'hui en pied d'immeuble avec un espace de maraîchage et de production tout à côté d'un city-stade avec une cohabitation qui est assez géniale d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres projets qui s'inscrivent d'ailleurs dans le programme En Rue, avec le projet Quartier Fertile. Et peut-être, moi je donne une petite idée comme ça, hein, Quartier Fertile est peut-être aussi un bel endroit où on peut commencer à se dire qu'ici, tout ce qui s'expérimente, on a la chance d'avoir 8 territoires Quartier Fertile sur la métropole. C'est peut-être là aussi, on va trouver le terreau fertile à imaginer le futur contrat de ville et de voir comment on peut essaimer, densifier, multiplier les bonnes pratiques et ne pas partir d'une feuille blanche. On est loin d'avoir parti d'une feuille blanche. Et je vais reprendre pour finir mon intervention. On disait tout à l'heure, on rit ensemble, on pleure ensemble. J'adorerais dans quelques années qu'on rajoute on mange ensemble. Et on aura bouclé la boucle. Et de mon côté, je serai complètement satisfait. Merci. Merci beaucoup. On peut manger des ravioles, notamment, si j'ai bien compris, cuisinés par Madame Vessillier. Merci. Vous avez parlé de désert alimentaire. C'est un terme aussi qui est un peu nouveau. On a parlé de déserts médicaux aussi ce matin. Là, on est vraiment au cœur de la santé, qui a été une préoccupation importante dans ces ateliers-là. Donc, on peut parler de bien-être dans les logements, etc. Mais on a entendu cette histoire d'accès aux soins, de prévention à tous les âges.
Et on peut se dire qu'un maire ou une maire est certainement en première ligne pour actionner différents leviers et penser une politique communale cohérente. Vous me voyez venir, Madame Millet, vous êtes la maire de Saint-Genis-Laval. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous procédez, comment vous pensez procéder à l'avenir pour garantir une politique publique de santé qui s'adresserait à toutes et tous, et notamment aux habitants des quartiers populaires. Et je crois qu'il y a cet exemple de contrat local de santé à l'échelle intercommunale, si vous voulez nous en dire un petit peu plus. Et je précise, vous allez devoir nous quitter à 45, donc vous n'hésiterez pas à quitter la scène si on n'a pas terminé. Très bien. Merci et bonjour à tous. Effectivement, l'atelier, c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Pour réagir déjà par rapport à la santé, donc moi je suis devenue maire en 2020. Je travaille aussi en établissement de santé, donc en EHPAD. Donc autant vous dire que la crise sanitaire, je l'ai vécue des deux manières. Et cette crise sanitaire, on a bien vu aussi combien dans les quartiers, en fait, elle avait eu des répercussions et qu'elle avait mis encore en exergue toutes les inégalités. À la fois, je pense qu'on les a toutes, là, le logement, l'alimentation, l'accès aux soins et aussi les particularités aussi des problématiques de santé de ses habitants. Puisqu'on constate effectivement qu'il y a une surreprésentation des diabètes, d'une mauvaise santé dentaire, etc. Et aussi des problèmes de santé mentale qui sont aussi accrus dans les quartiers et que la crise Covid, je dirais, a rendu aussi particulièrement difficile. Donc, une fois qu'on a fait le constat, c'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure un des intervenants, c'est bien de faire des diagnostics, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Pour reprendre une des thématiques qui a été beaucoup évoquée ici et qui est propre aussi à l'équipe municipale que je conduis, le aller vers, c'est bien d'aller vers les habitants, vers les structures et tout, et puis c'est bien aussi d'aller vers ses collègues maires. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'avec mes collègues d'Oulin et de Pierre-Bénite, on s'est rejoints justement sur ces thématiques de santé et on s'est dit qu'ensemble, on allait avoir une bonne échelle pour pouvoir travailler ce contrat local de santé en lien avec l'agence régionale de santé et qui est le premier contrat local de santé intercommunal. Donc, je dirais comme tous les contrats, les dispositifs, on s'est déjà attaché à faire un diagnostic, puisque finalement, nos 3 villes, donc nous, on a un quartier politique de la ville, un quartier QVA, donc c'est vrai que tout à l'heure, ça a été évoqué aussi, donc on le considère aussi dans ces problématiques, parce que finalement, au-delà des sigles, on voit bien que les problématiques restent entières. Le quartier des Hautes-Roches à Pierre-Bénite et la Solée aussi à Oulin. Et on s'est attaché en fait à comprendre déjà notre territoire et les problématiques spécifiques qu'on pouvait avoir. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, c'est quelles actions on va pouvoir mener ensemble, des actions pour justement faciliter l'accès aux soins. Puisqu'on sait que, alors ça c'est une problématique je dirais qui dépasse les quartiers populaires, mais comment on fait pour réinstaller des structures de soins qui puissent aussi être au service des habitants, comment on peut développer aussi des actions, et c'est en lien avec ce qui a été présenté précédemment sur justement la gestion de l'espace public, comment on fait aussi pour créer des structures qui puissent bénéficier aussi aux femmes et aux personnes âgées. Par exemple, la ville que je représente, on a une population âgée assez importante, eu égard à certaines communes de la métropole. Donc comment on fait pour que ces personnes soient encore visibles dans l'espace public et que l'espace public aussi leur corresponde ? Et puis, on a aussi des problématiques spécifiques. Alors, j'ai vu qu'on avait un record sur un de mes quartiers, c'était la consommation de psychotropes. Donc, voilà, ça veut dire qu'on a aussi une réflexion à mener au-delà de l'aspect intercommunal. Et puis, pour faire un lien, parce que je crois qu'il faut être assez rapide, une des actions concrètes qu'on va mener en lien avec le contrat local de santé. C'est donc, je pense que beaucoup connaissent la course Courir pour elle. Donc, on a décidé avec les 3 communes du CLS et Sainte-Foy-les-Lyons de faire un avant Courir pour elle, un dimanche, le dimanche 7 mai, donc qui sera ouvert aussi aux hommes.
Voilà, comme je vois aussi que l'assistance est plurielle, vous pourrez participer pour faire soit une course, soit une marche aussi, pour sensibiliser l'ensemble de la population au sport santé. Et aussi, du coup, on va essayer de mobiliser notamment notre centre social, la maison de quartier, pour justement faire participer aussi ces personnes, pour leur dire que ces actions, elles ne sont pas réservées à un public, mais qu'elles sont bien ouvertes à tous les habitants de nos communes. Merci beaucoup, Madame Millet. Sûrement, vous avez tous énormément de choses à dire. On revient à ces questions, encore une fois aussi, de qu'est-ce qui est spécifique au quartier populaire, qu'est-ce qui est de l'ordre du droit commun. On va revenir vers le sport, dans toute cette liste de sujets qu'on a assez peu traités finalement à cette table-là. Samuel nous a lancé sur cette question-là. Le sport dans la ville, c'est un dispositif parmi d'autres. Donc le sport qui était au cœur de pas mal de sujets aussi, hein, le sport comme un enjeu de santé mentale et physique, ça nous a été aussi dit. Il y avait beaucoup de choses autour de l'accès aux équipements, l'accès à l'offre, la diversité des pratiques, la multiplication des événements sportifs dans les interpellations, comme vraiment une réponse à un enjeu de santé publique. Il existe des dispositifs et ce serait peut-être intéressant que Madame Beaufet, vice-présidente à la participation aux initiatives citoyennes, pas au sport, mais... vous puissiez nous répondre sur ces questions-là et nous dire un peu les initiatives qui, de votre point de vue, favorisent le sport avec toujours cette perspective d'inclusion, cette perspective qui pourrait répondre aux interpellations, vraiment des dispositifs concrets. Alors pour essayer d'être un peu concret, effectivement, je remplace Florestan Groux qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je vais essayer d'outrepasser ma délégation là exceptionnellement. Bon, alors entre le grand stade et le terrain vague, il y a quand même des choses qu'on peut faire sur les aspects d'aménagement. Et ça, c'est une réflexion assez importante qu'on a à la métropole, à la fois sur les questions de genre, mais aussi pour adapter des espaces publics à différentes fonctions, et notamment le sport, mais le sport un peu du quotidien, pas forcément en tant qu'équipement. Ça peut être le city-stade dont on a parlé, mais ça peut prendre d'autres formes. Je détaillerai pas là, mais c'est vraiment dans beaucoup de projets d'aménagement, une réflexion qu'on a sur comment on aménage l'espace public pour qu'il serve à différents usages, dont celui du sport et pas forcément celui du joueur de foot, pour aller vite. Sur les autres dossiers, on a lancé un certain nombre d'appels à projets, par exemple, sur santé, handicap versus le sport. C'est une 50aine de dossiers qui sont suivis. Je peux vous en citer un, par exemple, qui est Action Sport Éducation, avec des classes Ulysse, donc des classes, certains connaissent, hein, c'est encore un acronyme, je ne le détaillerai pas, mais pour soit des enfants qui ont un handicap, soit par exemple des enfants migrants qui ne parlent pas très bien le français. Comment est-ce qu'ils s'inscrivent, notamment dans tous les sports collectifs de leurs écoles ou des équipements de quartier avec des éducateurs dédiés. Il y a une expérience qui se passe actuellement au Tonkin, par exemple à Villeurbanne. Sur la question de l'inclusif aussi et la solidarité, et pour faire travailler un peu les femmes, hein, qui sont des publics qui sont difficiles à atteindre, notamment dans les quartiers, pas forcément les jeunes filles, mais vraiment les femmes. On a par exemple une expérience Ville-Vie, Femmes et Famille à Pierre-Bénite qui permet à des femmes de s'inscrire à du fitness un peu adapté, et ça s'inscrit soit au travers des maisons de l'emploi, soit dans les centres sociaux. Enfin, on essaye de les attraper. Là, il y a une association qui arrive bien à faire ça. Donc, c'est une des associations, par exemple, aidée par la métropole. Vous connaissez tous Métropole Vacances Sportives. C'est quand même 30 000 enfants qui sont suivis sur une centaine d'activités l'été, et c'est très souvent les quartiers qui en sont les bénéficiaires, même si c'est ouvert à toutes et à tous. Et puis, il y a une volonté aussi de pérenniser des actions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a expérimenté des choses et vu que certaines fonctionnaient, c'est l'idée de sortir du système d'appel à projet et de passer sur des fonctionnements plus pérennes et de financer au long cours des structures dont on sait qu'elles vont fonctionner, par exemple associatives, et leur donner de la visibilité sur plusieurs années pour qu'elles puissent justement pérenniser. C'est un autre des points qui est apparu dans le temps. Voilà. Et puis j'avais d'autres choses sur la question plutôt santé. Mais ça rejoint ce que disait Madame la maire. Par exemple, sur les points écoute adulte, notamment, hein, qu'on a lancé à l'issue du Covid, on essaye là aussi de les pérenniser et de faire en sorte que cette question-là de la prévention sur les parcours de soins soit vraiment prise en compte et que les gens aient une vraie visibilité sur leur parcours, sur les possibilités, mais apprennent aussi des choses. On a aussi le Hello Bus, et je parle même pas de la PMI, voilà, je reviens pas là-dessus. Et en conclusion, pour revenir un peu plus à ma délégation,
deux grands sujets. Un qui était la ZFE, qui a été cité par la Lily. Ce qui va se poursuivre, c'est la création, alors je ne sais pas encore le nom, mais quelque part d'un observatoire ou d'un institut un peu scientifique et citoyen qui va permettre d'évaluer sur la qualité de l'air des choses et qui va mixer un peu des publics. C'est des questions là aussi de santé publique importantes et où les gens méritent de connaître un peu les fondamentaux de ces questions. Et puis avec Manon Loisel, on l'a vu puisqu'on a participé, on a lancé une action sur les questions de l'eau très importante depuis des mois, à la fois une question d'éducation populaire sur l'eau et sur les enjeux sur l'eau, et on le poursuit avec une intégration très forte des usagers à la gestion de la régie publique de l'eau, mais aux questions d'usage de l'eau. Et les quartiers populaires, à mon avis, sont très impliqués aussi là-dedans, ou doivent l'être, en tout cas tout autant que tous les autres. Et il me semble que sur la tarification sociale qu'on va travailler avec les citoyens, c'est un point très important. Donc ça fait question aussi partie des questions de santé et des questions de prévention qui sont revenues très souvent à Rieux, en plus des questions de sport. Et bien sûr que le sport est un des liens sociaux très importants donc, à développer. Mais bon, voilà, très rapidement sur ces questions. Il faudrait l'après-midi, je suis désolée. Merci beaucoup, Madame Beaufet. Non, c'est très bien. Et puis merci d'avoir refait la synthèse entre sport, santé. Enfin, on revient, on a bouclé la boucle. Et puis aussi d'avoir fait la jonction avec Manon. Donc Manon, qui est consultante politique au sein de la SCOP, partie prenante. Manon se tutoyait, donc on continue à se tutoyer, hein, on ne va pas se mentir. Du coup, voilà, tu es notre regard décalé, notre poil à gratter de cette dernière séquence. Quel regard tu poses? On a parlé de l'eau, là, notamment. Il me semble qu'il y a des choses là-dessus. Donc, on va te laisser dérouler un peu. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Je vais effectivement plus parler des questions de transition écologique que de sport et bien-être, tout simplement, parce que c'est plus des sujets sur lesquels je travaille, avec lesquels je suis plus à l'aise. Et ce qui me marque à la fois en entendant ce qui s'est dit dans les ateliers, ce qu'on a vu dans le théâtre d'impro et puis ce que vous dites, c'est d'une certaine façon l'ampleur, on va dire le décalage entre l'ampleur de ce sujet, transition écologique et sociale dans les quartiers, et les difficultés ou les crispations que ça suscite. Alors moi là j'étais hyper rassurée de vous entendre parce qu'en fait ça fait du bien, vous avez tous et toutes cité des dispositifs concrets, mais je vais plutôt faire écho et faire le parallèle avec une communauté que j'anime qui s'appelle Nouveaux Accords, avec la 27e région, et qui est une communauté nationale de praticiens de la politique de la ville, avec à l'intérieur des chargés de mission DSU, développement social et urbain, du côté des métropoles, et des délégués du préfet. Et c'est une communauté abritée, donc on est en visio, c'est moi qui l'anime avec mon collègue Nicolas Rio, puis le ton est un peu décalé, ça s'appelle décontracté, vous voyez, le contrat, on se décontracte, enfin voilà. Et en fait on est en off, et donc on ose se dire nos difficultés. Et en fait, ce qu'on observe, c'est le décalage entre ce sujet et son importance et la difficulté des acteurs de terrain de la politique de la ville de s'en saisir. Je m'explique. L'ampleur du sujet, pour le dire très vite, on l'a dit collectivement, c'est à la fois cette idée que la pauvreté et les questions climatiques, c'est un peu la double peine. Concrètement, on a parlé de l'inflation tout à l'heure. Quand on regarde la part des dépenses énergétiques dans le budget des ménages, on voit bien que la crise en Ukraine et l'explosion des prix de l'énergie, c'est pas tout à fait pareil quand on est un ménage en difficulté. Ça fait aussi surligner la question des inégalités territoriales. C'est qu'on n'a pas tous et toutes le même accès à des espaces verts, à de l'eau rafraîchissement. On l'a beaucoup vu dans Au Futur, cette démarche-là a beaucoup fait émerger l'importance quand les canicules vont être plus longues, plus fréquentes, et que dans les quartiers il fait chaud parce qu'il y a beaucoup de béton, et ben en fait on n'est pas tous et toutes égaux dans l'accès à l'eau rafraîchissement. Et ça c'est un vrai sujet d'inégalité. Et puis un autre sujet, c'est les conséquences des politiques publiques même censées répondre à la transition écologique. On a parlé de la ZFE, on peut aussi parler des décrets sur la location des bâtiments, des passoires thermiques.
tout un tas de régulations, de règles, qui bien souvent viennent du national, mais doivent être appliquées par le local, et font qu'en fait, on n'est plus tout à fait dans la même séquence. La planification écologique aujourd'hui va beaucoup passer par de la règle, de la restriction, de la contrainte, et donc ça peut susciter des sentiments d'injustice. Ça a été dit par Loïc, je crois, ce matin, cette question de prendre en compte les colères que ça peut susciter. J'ai entendu tout à l'heure que vous disiez résignation, et effectivement, il y a pas mal d'ateliers où j'ai participé, où on disait, finalement, on serait un peu plus rassuré s'il y avait davantage de colère, parce qu'il y a d'autres endroits des territoires où on parle de colère, mais dans les quartiers, on entend plutôt de la résignation. Et ça, du coup, c'est pas si bon signe que ça, si je peux me permettre. Et on voit bien que sur ces sujets-là, on n'est pas tout seul à s'en saisir. Là, il y a eu des élections législatives partielles dans la Marne, donc c'est quand même un peu loin d'ici, mais quand même. Et la candidate du Rassemblement national a fait campagne sur la ZFE comme mesure écologique antisociale, et elle a fait un sacré score juste sur cette base-là. Donc c'est des sujets qui sont importants parce que y a une dimension politique très forte, évidemment. Donc ampleur du sujet, et je vous disais, sorte de difficulté à le saisir, voire même crispation. Parce que dans la communauté de praticiens de la politique de la ville que j'anime, donc on est à chaque fois entre 60 et 80 en visio, et à chaque fois qu'on amène ce sujet de la transition écologique, dont on sait qu'il va être un des piliers des prochains contrats de ville, on voit bien qu'en face on nous dit oh là là, mais franchement Manon, on sait pas comment faire, on sait pas comment le dire, c'est pas la première urgence des habitants des quartiers, on veut pas une injonction culpabilisante de plus, on veut pas être dans un truc paternaliste. Fermez votre robinet, éteignez votre lumière, on n'en est plus là. Et puis de toute façon, on sait très bien que les habitants des quartiers populaires, en fait, sont moins pollueurs, sont moins émetteurs de CO2 que les territoires plus riches. Hein. Ça s'explique un peu partout. C'est le multiplicateur de 1 à 10. Et donc, d'une certaine façon, j'ai beaucoup de praticiens de la politique de la ville qui disent, en fait, l'écologie, c'est un sujet de bobo de centre-ville. Et ça, je pense que collectivement, il faut qu'on s'en saisisse et il faut qu'on se dise que non. Je pense qu'une partie de ce qui a été dit va dans le sens de ce propos-là, mais je pense qu'il faut continuer à insister là-dessus et se dire comment la politique de la ville vient en soutien des politiques de transition écologique. Du côté des métropoles comme le Grand Lyon, on voit bien que la métropole, c'est quand même un bras armé. Enfin voilà, vous avez énormément de compétences en matière de transition écologique. Et du coup, ça fait un peu dire comment on fait en sorte que la politique de la ville soit en soutien à ces politiques de transition écologique. D'abord, pour faire rentrer la question des inégalités partout où c'est possible, sur les politiques de transition écologique. Pour l'instant, on n'y est pas. Et quand on parle ZFE, on a mis du temps avant de parler inégalité. Quand on parle accès au vélo et développement des pistes cyclables, on a du mal encore à comprendre concrètement que c'est pas tout à fait la même chose dans les quartiers, parce qu'il y a moins de possibilités de stationnement, d'aller mettre son vélo en sécurité, de se sentir en sécurité la nuit, etc. Donc il y a bien cet enjeu de se dire comment on fait rentrer le point de vue du terrain des quartiers et les spécificités des quartiers dans toutes les politiques de transition écologique, avec notamment, je le disais, une place pour aussi l'expression des colères. On s'est beaucoup, aujourd'hui, on s'est beaucoup félicité de tout ce qui se fait, et c'est bien normal. C'est plus difficile quand on n'a pas la lumière est éteinte, on ne peut pas vraiment partager nos difficultés et nos galères respectives. Mais en partie, je pense que si on ne veut pas faire tourner le hamster dans la roue, comme le faisait la Lily, il faut qu'on puisse aussi accorder de la place aux sentiments d'injustice et aux colères que peuvent générer ces politiques-là pour pouvoir mieux les intégrer derrière. Voilà. Merci beaucoup Manon pour ce pas de côté, qui était vraiment un pas de côté. Et on va retenir cette question des colères. Merci beaucoup à vous. On va voir s'il y a eu quelques interpellations, questions au sujet de cette dernière séquence thématique. Il y en a eu quelques-unes. Émilie. Si ça marche, ça marche. Il y en a eu quelques-unes, effectivement, avec une interpellation disant qu'il y a trop de dispositifs différents pour peu de moyens structurels pour les acteurs du territoire. Deuxième interpellation aussi qui dit que ce serait top que le nouveau contrat de ville permette le lancement d'expérimentations fortes et attendues, notamment autour de la crise alimentaire, autour de l'automatisation des droits, des parcours de soins, de la prise en charge psychologique. Et enfin aussi, une interpellation autour de l'enjeu pour cette nouvelle génération de contrats de ville, pour que des tables de quartier puissent être mises en place,
dans lesquels celles et ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer, être écoutés et surtout être codécisionnaires. Merci beaucoup. Et vous savez quoi, on a peut-être 5 petites minutes. Si quelqu'un avait envie de se saisir d'une de ces questions-là, n'hésitez pas. C'est pour une fois, c'est incroyable. C'est des interpellations. Donc si ça fait rebondir l'un ou l'une d'entre vous, n'hésitez pas. C'est pas une obligation. On l'a pas fait jusqu'à maintenant. Allez-y, Madame Mancret-Taylor. Je rebondis juste sur le caractère codécisionnaire. Je pense que quand on est dans l'habitat privé, ce sont les propriétaires qui sont les décisionnaires. Et on a un champ devant nous d'interventions et de propositions à faire aux copropriétaires pour leur permettre d'être co-décisionnaires du devenir de leur patrimoine commun, avec des aides publiques assez importantes pour leur permettre de s'engager ensuite dans une démarche d'amélioration de leur logement. D'accord, merci beaucoup. Madame Beaufay, puis Monsieur Camus qui voulait aussi réagir. Peut-être pour faire écho à un autre point de la table ronde précédente où on parlait de droit de suite, sur les questions, par exemple sur la ZFE, et ça rejoint les questions de transition, enfin, ou d'adaptation et de la double peine, c'est-à-dire qu'on a un grand besoin d'informer sur ce qui se passe sur, par exemple, les questions de qualité de l'air, parce qu'en plus, c'est souvent dans les quartiers, dans certaines zones de quartier qui se paye la plus grande pollution. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... Et donc, un devoir d'information et de transparence. La plateforme, enfin, un certain nombre de dispositifs qu'on met en place sont là pour ça. Et on met aussi beaucoup de moyens. C'est une autre réponse par rapport au côté interpellatif. On met beaucoup de moyens pour qu'on ait des moyens notamment humains, et Kaléidostop en fait partie, mais il y a d'autres aussi, notamment dans les fonctionnaires, à faire des bilans qui sont des vrais bilans de récupération de toutes les contributions. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des énergies partout dans les quartiers, c'était le cas sur la ZFE, mais c'est le cas aussi sur la question de l'eau, c'est le cas de la question sur les perfluorés, et du coup on met beaucoup de moyens pour que les bilans qui servent à la décision politique, et j'aimerais qu'on aille vraiment sur de la codécision tout le temps, mais quand on peut pas, au moins toutes les contribs, on les a bien relevées, on en a fait des bilans éclairés et pas, comment dire, ou masqués ou mal contribués. Et en plus, maintenant, ils sont publics, beaucoup plus, ils l'étaient avant, hein, mais il fallait faire l'effort de savoir où les trouver. Là, maintenant, ils sont en ligne systématiquement avec nos réponses, et c'est un petit progrès. Et on peut encore aller plus loin, je pense. Merci, on va essayer de continuer avec aujourd'hui. On salue Madame Millet qui devait donc partir. Non, pas de problème, vous aviez prévu. Monsieur Camus. Non, une réaction par rapport aux tables de quartier, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure comme la solution. En fait, elles existent déjà. Hier, moi, j'étais dans une table de quartier à la Maison solidaire de l'alimentation qui a été inaugurée il y a quelques mois maintenant, dans lequel on est déjà à l'œuvre. Moi, je pense surtout derrière la table de quartier, il y a comment on prolonge ces moments d'interpellation, comment on a des espaces qui permettent d'aller dans cette interpellation. Mais je dirais, il ne faut pas qu'on se contente de l'interpellation. Comment on transforme la colère, moi je dis plutôt l'indignation, si elle existe encore, en action. Et donc, comment on donne les moyens, une fois qu'on les a abordés, ces sujets-là, de passer à l'action. Alors moi, sur mes sujets alimentation, et comment on donne les moyens à ces enjeux autour de je me ressaisis des enjeux alimentaires, j'essaye de créer des actions qui vont aller dans ce que je souhaite manger, où je souhaite le manger, comment je souhaite le manger. Donner derrière les fonds, les financements, mais aussi l'accompagnement derrière pour pouvoir accompagner ces projets à l'échelle du quartier, designé, personnalisé à l'échelle du quartier, et pas le descendant qu'on disait tout à l'heure, ou que vous disiez tout à l'heure, mais plutôt de faciliter les choses qui reviennent et qui sont sensibles, où les personnes qui sont engagées vont trouver un moyen d'aller plus loin que la simple expression de la colère. Et on résoudra peut-être ces enjeux de démocratie dont on parlait tout à l'heure, extrêmement dangereux, comme vous l'avez souligné. Je voulais juste dire 2 trucs là-dessus, sur la codécision, coproduction. Coproduction, en partie, moi j'ai l'impression que la politique de la ville est déjà coproduite, au sens où elle est en très très grande partie produite par les associations qui sont financées par les enveloppes et les appels à projets contrats de ville. Et bien souvent dans les associations, on a des habitants des quartiers. Donc j'aurais tendance à penser que c'est en partie une des politiques publiques sur lesquelles il y a déjà coproduction dans le rapport aux assos. On n'a pas énormément parlé des associations aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même des acteurs très, très centraux et très importants. Et puis de dire aussi que sur la place des habitants, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois c'est la politique publique quasiment la plus partenariale
En fait, la politique de la ville, quand même, au quotidien, c'est un tour de table, délégué du préfet État, éducation nationale, la CAF, la collectivité, évidemment. Enfin, vraiment, c'est très partenarial, quoi. C'est impressionnant quand je travaille sur d'autres politiques publiques par ailleurs, et je trouve que c'est vraiment du partenariat au quotidien, mais on voit bien que pour l'instant, les habitants ne sont pas considérés comme des partenaires, c'est-à-dire qu'ils sont à côté, sur la table d'à côté. et pour l'instant, et du coup, et par exemple, quand on les invite dans des copiles, dans des comités de pilotage, et voilà, ils sont là, ils vont avoir une intervention, mais ils ne sont pas considérés et outillés pour être véritablement des partenaires. Donc moi, je pense qu'il n'en faut pas partout tout le temps, mais par contre, qu'il y ait des citoyens intégrés comme des partenaires dans cette arène assez de beaux partenariats qu'est la politique de la ville. Merci beaucoup.